Salut, c'est Shep. Salut, c'est à Lyon. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui à Lyon, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de Aide opportune. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour faire un petit aide opportune, mais non, nous n'avons pas oublié l'émission. C'est juste, ben voilà, hein, nous avons tous nos emplois du temps. C'est vrai. Voilà. Donc, enfin, nous avons trouvé un moment pour faire ça. Et aujourd'hui, mon cher à Lyon, de quel scénario allons-nous parler? Eh bien, on va reprendre là où c'était arrêté, c'est-à-dire au troisième scénario du cycle 5. Donc on a deux cycles de retard, quoi, si je dis pas de bêtises. Un petit Donc là, peu, on un est sur le petit peu. scénario 3. C'était la fin de la Deluxe à l'époque. Donc là, maintenant, il n'y a plus de format de Deluxe. Mais voilà, c'est le troisième scénario. C'est la première grosse étape dans la campagne d'Angmar, qui est une des campagnes les plus compliquées. Donc là, un beau scénario en perspective. La chaussée des morts, il s'appelle ce petit scénario. Hmm. Ce qui, pour moi, reste un de mes scénarios préférés, en fait. La chaussée des morts, c'est vraiment un scénario que j'adore jouer parce que il te maintient toute la partie vigilant parce que tu peux toujours te ramasser une saleté à un moment donné ou à un autre. Et puis, ce qui est sympa avec ce scénario, c'est qu'il introduit une nouvelle condition de défaite. Dans ce scénario, en effet, il y a cette phrase qui apparaît sur les deux cartes quêtes. Si un joueur n'a pas de carte dans son deck, il est éliminé. Alors, ça, ce n'est pas négligeable parce qu'on se doute bien que tout le scénario va meuler le deck. Hmm. C'est ça. Et en fait, tu as toute cette mécanique autour de la meule. Mais tu as aussi une autre condition de défaite on connaissait déjà, c'était le fait de maintenir Yarion en vie, qui n'est pas forcément négligeable non plus, parce qu'il va y avoir beaucoup d'attaques durant le scénario, on va voir. Donc du coup, il faut le maintenir, ce petit personnage en vie. Et Oui, puis après, il y a la effectivement. condition de défaite de base, hein, les 52 menaces. Oui, ou l'éradication de tes héros. Ben ça ne change pas d'un scénario à l'autre. Oui, Donc effectivement, la mise en place nous dit mettez en jeu Yarion, on met de côté Tourdir, on place un exemplaire de la place de Fornos de la zone de cheminement et on mélange le deck de rencontre. Ok. Et alors, en plus de ça, donc on a une place de Fornos de la zone de cheminement et en plus de ça, on a une ombre funeste qui est en jeu directement engagée au combat. Donc il y a une certaine bon, pression au début du scénario. Et en plus de ça, on va meuler lors de cette étape 1 la première carte de son mm, deck à chaque tour. ouais. Et à savoir aussi, à noter que bah, un lieu, donc la place de Fornos, on va le regarder, mais un lieu, mais en multijoueur, ça devient plus accessible parce que on on aura chacun une ombre maudite, c'est ça? Une ombre funeste. Mais par contre, il y aura qu'un seul lieu. Donc en multijoueur, la ombre funeste, donc il y aura qu'un seul lieu place de Fornost en multijoueur. Donc le lieu devient plus facile si vous jouez à plusieurs. Voilà, surtout que le lieu ne scale pas avec le nombre de joueurs. Donc la place de Fornost gagne plusieurs de menaces pour chaque marqueur de contrôle sur elle. Et après que le C'est ça. premier joueur a défaussé n'importe quel nombre de cartes, on place un marqueur sur cette carte. Donc ça ne scale pas avec le nombre de joueurs. En Mm. solo, cette place de Fornost, c'est un vrai danger parce qu'elle va très vite augmenter en menace et peut devenir très vite très haute en menace, parce que c'est pas limité, donc elle peut monter à 12 de menace si vous avez meulé 12 cartes. Euh, En multi, ça reste que le premier joueur. Donc effectivement, comme tu dis, ça c'est pas trop compliqué Mm. à gérer quand on est plusieurs, quand on est seul. Eh ben, faut pas la laisser trop Mm. longtemps. Premier conseil, ne pas sous-estimer la place de Fornost, hein, parce qu'elle peut monter très vite. Oui, tout à fait. Et nous avons une ombre funeste engagée en combat avec nous. Et cette ombre funeste, eh bien, bon, elle n'a pas l'air méchante comme ça, 2, 2, 1, 5, mais quand elle attaque, le joueur en défense défausse la première carte de son deck. Si la carte défaussée est un allié, l'ombre funeste gagne plus 2 pour cette attaque. Donc potentiellement, vous avez une attaque à 4 dès le premier tour, vu qu'elle est engagée avec vous. Et ça, faut pouvoir la défendre aussi. Tour 1. Ouais. 4, ouais, sans compter les feux Voilà, ouais. donc, Sans compter le ça, potentiel qui vont éphémère. booster les ennemis. Et un petit élément à dire aussi, c'est que
il commence à engager avec nous, donc déjà il n'est pas dans la zone de cheminement, donc sa menace ça contribue pas, mais surtout il commence à engager avec nous, et donc du coup pour tous les decks du Nédin, parce que c'est bien thématique avec le cycle dans le Mar, c'est intéressant de pouvoir bénéficier de l'effet un ennemi engagé avec vous, que ce soit pour Albarat, que ce soit pour c'est Amartyo, je crois. Oui, c'est Voilà, tous ça, oui. ces effets qui demandent d'avoir un ennemi engagé avec nous, c'est un intérêt pour les decks du Nédin ici. Ouais, tout à fait. Donc, plutôt Notons quand même que l'ombre funeste combatte avec la place de Fornost parce que elle va vous obliger, c'est un forcé, à défausser une carte. À la fin du tour, vous défaussez une carte. Donc, dans le meilleur des cas, si vous avez pas voyagé vers la place de Fornost au tour 1, vous aurez une place de Fornost à 3 menaces le tour suivant. Je dis dans le meilleur des cas parce qu'évidemment, on a d'autres effets du deck de rencontre qui peuvent aussi vous faire meuler. Hein, donc, et comme le premier joueur, il aura une ombre funeste avec lui, ben forcément, ça va faire meuler. Donc voilà. Et donc on a une étape 1 qui nécessite, j'ai pas précisé, 11 jetons de progression pour passer. Donc cette étape 1 va quand même vous inciter à y aller parce que elle va vous mener d'une carte par tour. Néanmoins, il ne faut pas aller trop vite pour aller à l'étape 2. Parce que ça. l'étape 2, elle va nous faire venir le bon vieux Tourdir. C'est notre première rencontre avec Tourdir. Et va nous faire venir ce bon vieux Tourdir de la zone de cheminement. Et révéler une carte de rencontre. Et alors, pour pouvoir passer l'étape 2, eh bien, il faut que amener Tourdir à 0 point de vie. Ça ne pas le détruire parce qu'il est indestructible, Tourdir, on le verra. La condition de défaite de la meule est toujours là. Et quand Tourdir attaque et détruit un personnage, soit le contrôleur ou ce personnage défausse les 3 premières cartes de son deck, soit il renvoie Tourdir dans la zone de cheminement. Donc, il faut être capable de gérer Tourdir au moment de passer à l'étape 2. Et qu'est-ce qu'il C'est fait, notre ça. bon vieux Par Tourdir? contre, c'est à noter non, juste à noter Vas-y, vas-y. qu'on ne défausse plus l'effet avec l'ordir, mais il n'y a plus à la fin de la phase de restauration une carte qui est défaussée, qui peut pas mal aider aussi parce que si si vous avez attendu beaucoup à l'étape 1, vous avez peut-être plus beaucoup de cartes dans votre deck, donc du coup, si vous êtes capable d'encaisser les cartes les attaques de Tordir, alors pour Tordir, pour finir sur Tordir, oui, donc il représente donc un menace, mais bon, ça veut dire qu'il nous engage très tôt. Il a un en niveau d'engagement, en 4 en menace, 6 d'attaque, 4 de défense, 9 points de vie. Bon, les mots-clés, les traits mort-vivant et spectre, le mot-clé indestructible, il peut pas avoir d'attachement. Forcé après qu'une traîtrise sorcellerie a été révélée du deck de rencontre. Tordir se soigne de 3 points de dégâts et effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Donc ça, c'est vilain par contre. Ouais. Ouais, notez que ce Tourdir, donc... C'est vilain parce vas-y, vas-y, vas-y. non, non, je dis c'est vilain parce que au moment où vous allez le mettre en jeu, vous allez révéler une carte de rencontre, donc il sera dans la zone de cheminement à ce moment-là. Vous allez révéler une carte de rencontre. Si c'est une traîtrise sorcellerie, il va vous attaquer. Il vous attaque depuis la zone de cheminement, donc du coup, on peut pas. Donc il faut faire gaffe, en fait. Oui, effectivement. Et il se soigne aussi. Maintenant, notez qu'il a le mot-clé indestructible. Donc, pour rappel, indestructible, ça veut dire que même quand on l'amène à 0 point de vie, il reste en jeu. Mais on peut continuer à lui mettre des dégâts au-delà de sa valeur de point de vie. Donc ça, c'est important parce que si vous la jouez à une fois qu'il a 9 dégâts, j'en mets plus, qu'il se soigne, ça peut durer un long moment. Si vous révélez à chaque fois une sorcellerie, il va se soigner, ça peut durer un long moment. Donc vous pouvez continuer à lui mettre des dégâts dessus. Donc s'il a 12 dégâts, il va se soigner de 3, il sera quand même à 0 point de vie restant pour la condition de victoire du scénario. C'est ça. Toujours le mettre au-delà. Alors soit vous allez gérer Tordir en dernier, c'est-à-dire que vous allez d'abord gérer le scénario et ensuite gérer Tordir, parce que si vous commencez à mettre Tordir à 9 points de se soigner, donc soit vous le mettez à, j'en sais rien, un 15 de dégâts, comme ça vous êtes sûr que il va pas se soigner trop, soit vous gérez le scénario en premier.
Oui, parce qu'il y a 13 marqueurs de progression à mettre aussi. Hein. Il n'y a pas que Tourdir à amener à 0 point de vie. Il y a aussi 13 marqueurs de progression à mettre. Donc effectivement, généralement, on gère Tourdir d'une fois. Parce que sinon, ça multiplie les risques de le voir se soigner. Et Ouais. donc, voilà, il faut pas disperser. Généralement, l'étape 2, c'est on rush la quête un bon coup. Et puis, on essaie d'éliminer Tourdir dans la foulée. En priant pour qu'il n'y ait pas eu de sorcellerie piochée entre-temps. Donc voilà, donc tout l'intérêt d'être fort prêt, il est tout à fait possible d'aller fumer cette étape 2 en une seule fois, en un seul tour, mais il faudra quand même se taper une phase de combat avec Tourdir. Donc une autre solution, moi ce que je fais parfois aussi, mais c'est moins sûr, c'est je passe l'étape 1, je rush Tourdir pendant la phase de combat, je lui mets autant de dégâts que possible, et puis allez, le tour suivant, je mets tout le monde en quête et je prie pour que Tourdir ne se soigne pas. Voilà, c'est aussi une méthode. Alors Une façon de voilà, faire, ouais. petite Ouais, tout à fait. parenthèse, ça lag un petit peu. Vous voyez, je ne suis pas dans mon environnement habituel, je suis en vacances et le Wi-Fi sur ce lieu de vacances est pour le moins Mm. un petit peu mou. Donc voilà, le pauvre Alion lag un petit peu, mais pour le moment, ça reste compréhensible. Donc on s'excuse juste pour les petits moments de C'est ça. latence parce qu'il y a un décalage. Et Oui, c'est ça. donc voilà. C'est des fois, on va parler en même temps. Ouais. On va parler en même temps et donc du coup, ouais. c'est enfin, quelques remarques, moi, je trouve, sur le scénario. En fait, je trouve que selon ton deck, enfin, le scénario sera plus ou moins difficile. Si vous avez, parce que, encore une fois, on aime bien, surtout sur la JCTV, avoir des decks qui font pas. Et donc, là, je trouve que si vous avez un deck qui va être beaucoup basé sur la défense des alliés, vous allez être puni. On va voir ça avec les effets d'ombre, par exemple, ou simplement avec l'attaque de Tordir, hein. Dès qu'il va détruire un allié, eh bien, il retourne soit dans la zone de cheminement, soit il va nous meuler notre deck. Donc, ça peut être un peu violent sur les decks qui vont jouer sur plein de petits alliés. Ça peut être violent pour les decks qui vont piocher beaucoup. Enfin, il y a plein de decks qui vont piocher beaucoup, mais par exemple ceux qui vont jouer sur la meule, on pense aux decks nains. Euh, ou alors les decks qui vont reposer sur quelques cartes clés ces cartes clés peuvent se faire défausser par les effets du scénario, et donc du coup vous pouvez ne pas les trouver. Je trouve qu'il y a certains decks qui vont être un petit peu punis par le scénario, et d'autres decks, au contraire, ceux par exemple qui ont un gros défenseur, par exemple un héros qui va défendre, on pense là dans l'édition révisée Bérégon du rouge, je crois qu'il est disponible. Un gros défenseur comme à 4 voire 6, il va pouvoir gérer des attaques des, des attaques de Tordir beaucoup plus impenseurs que à jouer plein de petits alliés. Donc Oui, voilà, selon la composition de votre deck, le scénario est plus ou moins très différente là, parce que si vous n'avez pas un deck qui est capable de gérer un peu la mécanique de la chaussée des morts, ça peut tout de suite devenir un scénario très compliqué, hein. Personnellement, moi, quand j'ai un peu débuté le jeu, je me suis retrouvé face à ce scénario-là, et au début, j'étais incapable de le passer. Et c'est vraiment un scénario pour un débutant qui est assez compliqué. Et, euh, et alors que si vous avez un deck qui est capable de gérer les mécaniques du scénario, il sera tout de suite, ça sera une expérience plus agréable. Ça sera pas simple, mais ça sera une expérience beaucoup plus agréable que si vous avez un deck qui n'est pas du tout fait pour. Donc ça, c'est à prendre en compte. oui, et en particulier pour les joueurs qui débutent ou qui sont en marge de progression, on va dire, ces joueurs-là auront très bien compris que piocher, c'est gagner à ce jeu, on l'a assez répété, mais sur ce scénario-ci, piocher peut justement vous précipiter vers la défaite, trop piocher, et je pense à un héros comme Erestor. Un héros comme Erestor, si vous jouez avec Erestor sur la chaussée des morts, il faut avoir en tête ce timer qu'est votre deck. Votre deck, une fois qu'il sera à 0, c'est la défaite. Et Restore va amener ce deck très vite à 0. Donc, il faut jouer
en conséquence et passer à l'étape 2 en étant sûr d'avoir assez de cartes à meuler pour les cartes que C'est vous ça. pourriez subir à l'étape 2. Je pense à Tourdir qui Exactement, ouais. pourrait Mm. vous meuler ou à d'autres cartes de rencontre qui pourraient vous meuler. Donc, Mm. lorsqu'on pioche beaucoup, à un moment donné, il faut pas attendre d'être à 3 cartes de la fin du deck. Ça, c'est risqué de perdre stupidement. Donc, à un moment donné, il va falloir Ah ouais. passer. Ouais, moi, je vous conseillerais de passer à l'étape 2 quand vous avez, il faut au minimum avoir, je sais pas, une 10, 15 cartes au minimum dans les que, enfin, que moi, par exemple, là, j'ai refait une partie hier, je me suis retrouvé, pousser, tous mes alliés en début de partie, et, euh, et donc, du coup, je me suis fait volontairement pour trouver des cartes à jouer parce que j'avais que, soit des attachements en main, soit des événements. Va s'attaquer à Tordir, il faut aussi être prêt et bien installé. Donc, c'est un peu, le scénario est un peu vicieux, il peut t'inciter à piocher parce que si t'as fait défausser des cartes clés, t'es obligé d'aller piocher pour aller les rechercher, les autres exemplaires qui sont dans ton deck. Et voilà, le scénario il est vraiment vicieux, je trouve. Parce que il faut piocher et en même temps il faut pas trop piocher, donc il faut trouver un bon équilibre. Et donc moi je vous dis, n'allez pas forcément à l'étape 2 si vous reste, enfin, allez à l'étape 2 plutôt avant qu'il vous reste moins de 10 cartes parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à l'étape 2. Donc Ouais. voilà. Moi, je vais raconter une expérience qui m'est arrivée. Une fois, j'ai perdu une partie sur la chaussée des morts. Il me restait 12 cartes dans mon deck. Quand je suis passé à l'étape 2, j'avais de quoi finir Tourdir dans le tour suivant. Donc tout était calculé. Je me suis dit 12 cartes, c'est assez. Eh ben non, ça n'a pas été suffisant. J'ai subi une combo du DR qui m'a fait meuler les 12 cartes. Pile poil la 12e, hein. Mais voilà. Donc voilà, c'est rare, mais ça m'est arrivé, hein, ces 12 cartes. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la mécanique générale du scénario. Le danger de la meule, il faut le garder à l'esprit. Maintenant, si vous avez un deck qui pioche pas énormément et qui joue des solutions très efficaces, ça vous concernera pas trop. Maintenant, comme l'a dit Alion, si vous avez des cartes clés, style en attendant du Gondor meulé, ah ben, ce n'est pas satisfaisant, bien évidemment. Alors, on va un petit peu voir les autres menaces de ce scénario. On va peut-être commencer par les ennemis. Alors, on a une belle brochette de morts-vivants, 4 ombres funestes dans le deck de rencontre, ce qui va vous faire meuler. Évidemment, on l'a vu. On a les célébrissimes morts maudits. Alors, ces morts maudits, c'est la première fois qu'on les voit, mais toute personne qui a joué un scénario avec les morts vivants est marquée à vie par les morts maudits. Hein, son effet une fois révélé. Qui n'a jamais subi une fois révélé, mettez en jeu dans la zone de cheminement chaque exemplaire du mort maudit qui se trouve dans la pile de défauts de rencontre. Et quand il y en a 3 ou 4 dans la pile de défauts de rencontre, ah ben ça pique. Mm. Ça pique, ouais. Alors, notez que... Ça peut être le genre d'allié que tu as envie de pardon. Oui, Ouais, non, vas-y. je veux dire juste que c'est le genre d'ennemi que tu peux vouloir garder en jeu, justement pour pas on pense par exemple à un deck du Nédin, c'est une bonne cible là, parce que leurs effets c'est une fois révélé et il est suffisamment pénible pour pas qu'on veuille le déclencher. Donc c'est une bonne cible. Bon, il tape à 3, ça fait un petit peu mal, mais pour un Dunédain, c'est une bonne cible à garder en jeu au Oui, long de la partie, parce que t'as pas envie parfois, de les faire revenir tous d'un coup dans la zone de cheminement. ouais, parfois effectivement, le garder. Alors vous allez me dire, ouais, mais le garder engagé, c'est pareil que de le mettre dans la défausse puis qu'il revient. Oui, mais Mm. parfois, ça m'arrive aussi de le garder engagé pour éviter de le remélanger dans le deck de rencontre. Genre quand le deck de rencontre arrive à la fin, ben, je vais les garder engagés avec Mm. moi. Comme ça, j'en remélange moins dans le deck de rencontre. Et puis voilà, ça m'est arrivé quand même d'en garder aussi avec moi. Notez quand même, je voulais faire une remarque sur le mort maudit. Le mort maudit, je trouve que c'est un card design vraiment de grande qualité. Pourquoi? Parce que en début de partie, le mort maudit, c'est juste un petit mob, 1-3, 1-2. Parce que si on n'a pas dans la défausse, c'est un petit mob de rien du tout.
Et en début de partie, bah, t'es pas forcément équipé pour gérer une armée de morts maudits. En fait partie, quand le deck de rencontre avance, plus vous avancez dans le scénario, plus vous êtes susceptible de vous manger une armée de morts maudits qui vont tomber sur la tronche. Mais plus vous êtes prêt normalement pour subir ça. Donc moi je trouve que c'est un super card design. Pas trop de pression au début, mais à la fin ça peut vraiment donner du suspense, ça peut donner des sueurs quand on se chope 4 ou 5 morts maudits simultanés, parce qu'il y en a 5 dans le deck. Donc il faut toujours garder à l'esprit la possibilité que ces morts maudits arrivent. Ça veut donc dire toujours garder à l'esprit qu'il faut suffisamment d'options de défense pour pouvoir tanker tous les morts maudits qui sont dans la pile de défausse. C'est un réflexe à avoir. Vous jouez sur un scénario mort-vivant, vous devez toujours avoir conscience du nombre de morts maudits qu'il y a dans votre défausse et vous dire, ok, je peux m'en taper 3 ou 4, je vais devoir garder des solutions pour les gérer tous les 3 ou 4. Parce que si vous devez commencer à faire des 100 def, alors une 100 def ça passe, 200 def ça peut passer, à partir de la troisième, surtout avec les effets d'ombre, ça passe plus. Donc voilà, c'est mort maudit, faut jouer avec. On peut pas ignorer le mort maudit dans le scénario mort-vivant. Et éventuellement des solutions aussi pour les taper. Alors certes, il ne faut que 3 pour les taper. Ils sont faciles à tuer, mais il faut quand même les taper, parce qu'ils sont tous engagés avec toi, ben, à un moment donné, ça fait du bien d'en éliminer quand même une certaine partie. On vous dit, il faut les garder. Ok, les Dunedins adorent garder les morts maudits, mais c'est pas le cas de tous les decks. Les Sylvains vont pas du tout adorer garder des ennemis engagés au combat, par exemple. Alors, c'est pas le mort-vivant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Mort-vivant, on voit des morts vivants. Ok, merci chef. Mais je veux dire que les morts-vivants, c'est pas facile à tuer. Les morts-vivants, ils reviennent, ils ressuscitent, ils se relèvent, etc. Et ça, c'est bien rendu avec un autre bien pénible, c'est lui. Hein. Il est bien pénible, hein, à Lyon, lui. Oui, oui, oui. Alors lui, c'est donc le Seigneur de Mort, donc il est 3 de menace, 4 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vice. Et quand il vous engage au combat, on met en jeu le premier ennemi mort-vivant de la pile de défense. Il faut se rendre compte à pleurer en fait. Ouais, ça c'est vraiment très désagréable, hein, le mort maudit. Mm. Le seigneur mort, pardon, parce que il vient avec un copain. Il vient avec un copain, et donc quand vous avez de la chance, ce sera juste un mort maudit. Mais si vous avez moins de chance, il vient avec une ombre funeste ou avec un damné de tourdir, et là vous rigolez moins. Le pire, c'est que si le seigneur mort, parce qu'il y en a deux hein, dans le deck, si le seigneur mort va chercher un autre seigneur mort, je vous laisse imaginer, ben, l'autre seigneur mort va aller chercher encore un autre ennemi dans la défausse. Alors là aussi, c'est un très bon card design, parce que si vous le chopez tout début de partie, eh ben, vous allez avoir envie de l'engager tout de suite, parce qu'il va ramener personne. Maintenant, une fois qu'il est qu'il y a quelques ennemis qui ont été dans la défausse, ben lui, c'est une vraie plaie. Et il va falloir calculer quel ennemi est-ce que je tue pour savoir que c'est cet ennemi-là qui va revenir avec le Mm. seigneur mort, quand je l'engagerai. Mm. Et bien souvent, rester en dessous de 33 de menaces sur les scénarios morts maudits, c'est une bonne chose. Ça vous permet de gérer l'engagement du Mm. seigneur mort. C'est ça, ouais. C'est ça. Et, Il y a vraiment plein de... Non, il y a plein d'éléments à calculer dans ce scénario, que ce soit au niveau de la menace, au niveau du moment où tu vas engager et combattre tes ennemis. Et puis on va le voir ensuite après avec la gestion des lieux. Enfin, c'est vraiment bien équilibré en fait. et alors, on a un dernier ennemi, présent en 3 exemplaires. C'est le damné de Tordir. Alors lui, au niveau statline, c'est 3, 5, 2, 6. C'est pas un kéké. 35 de niveau d'engagement, donc ça c'est pas mal parce que ça permet de gérer, il va pas engager tout de suite. Et notre damné de Tordir, il a un forcé. Quand il vous engage au combat, on défausse les 2 premières cartes du deck et on répartit de notre deck et on répartit X points de dégâts entre des personnages que vous contrôlez. X est la somme des coups imprimés des cartes défaussées. Alors, c'est assez rigolo comme effet, c'est un peu loterie. Parfois, tu vas juste subir 1 ou 2 dégâts, mais parfois, si t'as pas de bol, genre un Gandalf qui se barre ou quoi, ça fait déjà un petit paquet de dégâts supplémentaires. C'est pas l'effet le plus vilain du deck de rencontre, mais c'est pas plaisant quand même. Surtout je vais dire, quand vous n'avez pas beaucoup de personnages à table, ou si vous jouez à un truc genre Sylvain. Sylvain, ça va pas aimer ce genre d'effet. Mais Ouais. pour d'autres decks,
c'est peanuts. Donc voilà. Mais il En fait, tapasse. je pense que ouais, je pense que l'effet le plus pénible dans ce personnage-là, enfin, cet ennemi-là, c'est que ça te défausse obligatoirement deux cartes de ton deck. C'est ça. Ça dépend où t'en es dans ton deck, en fait. Parce que comme tu dis, oui, comme c'est peut-être le seul effet sur les dégâts directs, c'est pas ça qui va forcément te tuer. Mais par contre, défausser les cartes de ton deck, comme tout le scénario joue dessus, ça peut être vilain, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Donc, un ennemi de plus qui va faire meuler le deck de rencontre. Alors, tant qu'on parle des ennemis, je propose qu'on regarde les effets d'ombre. Parce que les effets d'ombre, ça concerne Ouais. les ennemis. Donc, les effets d'ombre, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Il y en a quand même quelques-uns. Alors, l'effet d'ombre de l'ombre funeste, c'est Ouais. Ah, en fait, je incliné. crois que c'est une carte sur deux. Une carte sur deux pardon. Oui, 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 vas-y. Bah voilà, Non, je désolé. disais On juste vous une l'a dit carte sur deux qu'on vous l'a dit qu'on se parlerait l'un sur l'autre. scénario Voilà. est un effet d'ombre, en fait. Ouais. Ouais, désolé. Vas-y, vas-y. Donc, l'ombre funeste, son effet d'ombre, incliner un personnage que vous contrôlez. Voilà, de nouveau, d'un deck à l'autre, ça va être plus ou moins embêtant. Mais quand on sait qu'un effet d'ombre comme ça existe, eh ben, c'est toujours bien de garder sous le coude un personnage à incliner. C'est con à dire, hein, mais Hmm. incliner un personnage si vous calculez tout juste, ce personnage que vous allez incliner sur l'effet d'ombre, généralement, ça va être le personnage incliné de trop. Ça va vous emmerder pour finir le combat ou ce genre de choses. Si vous savez que cet effet d'ombre existe, ben gardez un petit mob, un petit truc à incliner sur le côté. J'ai envie de donner un exemple, un Énamarche en rivière. Vous attendez la toute fin du tout pour utiliser sa capa. Et si vous devez incliner un mob en plus, ben, vous inclinez Énamarche en rivière et tant pis, vous ne sombrez pas, mais ça ne vous nuit pas au reste de votre gestion de combat. Donc, il y en a 4 hein, quand même, des incliner un personnage que vous contrôlez dans le deck. Donc, c'est un effet qui peut revenir souvent. Le Seigneur mort, son effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne plus 1 d'attaque. Si cette attaque détruit un personnage, révélez une carte de rencontre. Ben voilà, ça c'est très embêtant aussi. Je sais pas ce que tu en penses à Lyon, mais je trouve que c'est assez sale comme effet. Oui, oui, tout à fait, ouais. Attends, attends, j'ai plus l'ennemi devant les yeux. Donc, en gros, l'ennemi attaquant gagne plus 1 Ouais, mais en fait, d'attaque, donc je ça trouve que, va. enfin, c'est- ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais je trouve que en fait, enfin, c'est tout le scénario qui va te punir, en fait, enfin, pour le fait d'avoir perdu un personnage lors d'une attaque ou lors d'une défense. Enfin, donc, gros défenseur sur lequel tu peux te baser vraiment. Et donc, du coup, les défenseurs, cette carte, elle est vraiment punitive. Si tu as un gros défenseur, euh, elle est complètement anecdotique, en fait. Oui, enfin, complètement anecdotique. Il faut quand même déjà avoir un Si gros l'attaque détruit défenseur. le personnage, donc elle va pas détruire. Oui, c'est vrai que ça ne va pas Oui. détruire ça va pas détruire le personnage. Mm. T'as raison, ça va pas détruire le personnage. Donc c'est Bien vrai sûr. que Oui, c'est parce que. Ouais. Ouais. Mm. donc aller avec un gros défenseur sur ce scénario, c'est une bonne idée, effectivement. Et la Mm. stratégie du trash, c'est une moins bonne idée. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec une marée d'ennemis, un gros défenseur ne sait pas toujours gérer une marée d'ennemis, donc le scénario est quand même bien foutu pour quand même vous maintenir une pression. Oui, voilà. Bien sûr. Mm. Mm. Tout à fait. Alors, pour le mort maudit, son effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne plus 1 d'attaque, plus 2 d'attaque s'il est un exemplaire du personnage défenseur dans la pile de défauts du propriétaire. Et là, on touche à une nouvelle mécanique de ce scénario dont on n'avait pas encore parlé, la présence de personnages dans ta propre défausse, la composition de ta propre Mm. défausse. Donc là, on a parlé de la composition de la défausse du deck de rencontre avec le mort maudit. Ben, son effet d'ombre, lui, va jouer avec ta défausse. Ça aussi, c'est malin d'avoir fait ça sur la même carte. Vraiment, chapeau. Mm. Mort maudit, c'est vraiment une des cartes les mieux designées du jeu, je trouve, personnellement. Même si c'est frustrant quand tu te chopes les 5 d'un coup. Euh, Ouais. ça va jouer dans ta défausse. Donc, si le personnage défenseur, il a un exemplaire dans ta défausse, eh ben, il est boosté un peu plus. De nouveau, comme tu l'as dit, si on vient avec un bon gros héros défenseur style Bérégon, on s'en fout complètement de cet effet.
Hein. Mais si tu commences à vouloir défendre avec des alliés, eh ben, ce plus un d'attaque supplémentaire peut faire très mal. Hmm. Oui, ça peut faire très mal, ouais. Alors, il y a des effets d'ombre sur 2 lieux. Le donjon hanté, donc il a un effet d'ombre. Il y a 3 fois cette carte dans le deck de rencontre. L'ombre, c'est le joueur en défaut, en défense, défausse la première carte de son deck, donc ça va meuler. Et l'ennemi attaquant gagne plus X d'attaque, X étant le coût imprimé de la carte défaussée. Ça, c'est quand même sacrément loterie. Tu peux te retrouver avec un plus 0 ou un plus 5 si t'as pas de bol. Euh, et la porte des Hmm. morts. Bah oui, avec Gandalf, oui. Oui, si tu défausses un Gandalf, effectivement, c'est triste. Et la porte des morts, c'est toujours un effet que je n'aime pas. Moi, ça, par contre, je trouve que c'est pas du bon card design. Mais bon, c'est mon avis. Ombre, défausser un attachement que vous contrôlez. Euh, En fait, ce genre d'effet, moi, il y en a souvent. Hein, il y a beaucoup de scénarios qui ont ce genre d'effet d'ombre, défausser un attachement que vous contrôlez. Et je trouve que, en règle générale dans le jeu, ce genre d'effet d'ombre, ça réduit la valeur des attachements. Les attachements, c'est super fort, mais quand tu sais que tu as ce genre de carte dans ton deck, ben, voilà. Hmm. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte parce que moi, je jouais cette carte-là, j'ai toujours joué, c'était défausser un attachement que vous contrôlez sur le personnage défenseur, mais en fait non. Là, ça peut cibler n'importe qui en fait. Ouais, tout à fait. Moi, je le mettais toujours sur bah, le défenseur qui a toujours ce bouclier ou des choses comme ça. Et je suis d'accord que c'est peut-être le design un peu le plus fainéant pour l'instant dans les effets d'ombre qu'on a pu voir. Oui, c'est vraiment, franchement, un design Mm. fainéant, tout à fait. Et alors, dans les traîtrises, on a des effets d'ombre également. On a en 2 exemplaires, chaque ennemi mort-vivant engagé au combat avec vous gagne plusieurs d'attaque et plusieurs de défense jusqu'à la fin du tour. Du Ça, tour. c'est évident. Alors, c'est du tour, ça veut donc dire que si Tourdir vous attaque pendant la phase de quête, parce que il peut le faire, hein, l'effet là d'ombre perdurera jusqu'à la fin du tour. Chez chaque ennemi mort-vivant engagé au combat, donc oui, ça peut faire mal. Si ça tombe sur une des 5 ombres de tes 5 morts maudits, et tes morts maudits à 4 d'attaque et 2 de défense, ça devient tout de suite autre chose. Ouais, 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 d'accord. Alors, en 3 C'est pour ça qu'on exemplaires. on Oui, en pardon, parlera vas-y. après, mais Oui. mm. Non, on en parlera après, mais l'effet d'ombre est peut-être plus forte que l'annulation euh, de cartes traîtrises, quoi. Attends, tu peux répéter, parce que là, ça n'a Parce vraiment que pas été, ça a l'annulation lagué. d'effet d'ombre, là, il a tout son sens ici. Ah oui, ah oui, oui. Ouais, non, je disais que dans ce scénario, je trouve que l'annulation d'effet d'ombre est plus forte que l'annulation de traîtrise. Ah oui, oui, les effets d'ombre. Bon, en général, les scénarios avec morts-vivants, les effets d'ombre sont vraiment pénibles. Parce que les morts-vivants sont pas si pénibles que ça en soi, mais les effets d'ombre peuvent les rendre vraiment très, très pénibles. Alors, on a une autre ombre ici en 3 exemplaires. Le joueur en défense défausse ses 3 premières cartes de son deck. L'ennemi attaquant gagne plus 1 d'attaque pour chaque type de carte différent défaussé par cet effet. On a donc quand même dans le deck un sacré paquet d'effets d'ombre qui vont booster l'attaque de l'ennemi. Ce qui rend les défenses avec des alliés d'autant plus hasardeuses. Donc l'intérêt d'avoir un bon gros défenseur bien stuffé pour encaisser tout ça. Alors ça, cet effet d'ombre-là, celui-là c'est quand même le pire, ou le mieux, ça dépend du point de vue. En 2 exemplaires, nous avons une ombre qui dit défausser le personnage défenseur s'il y a un exemplaire de ce personnage dans la pile de défauts de son propriétaire. On sait à quel point ça peut être extrêmement violent de défausser un défenseur, parce que l'attaque devient sans défense et donc les dégâts vont sur un héros. Et oui, donc ça c'est si il y a pas si vous tankez avec un héros, cet effet d'ombre ne fait rien. Vous êtes peinard. Mais si vous défendez avec un allié et que par malheur il y a un exemplaire de cet allié dans votre défausse, eh ben vous pleurez, hein. Et combien de fois j'ai pleuré sur cette carte. C'est horrible, horrible. Ah ben, pour le coup, l'illustration est bien choisie.
Ah ouais, effectivement, c'est à peu près comme ça que je me retrouve quand ça m'arrive. Donc voilà, donc on peut tourner autour de cette carte. Hein. Il y a moyen de tourner autour de cette carte, mais c'est difficile de tourner autour de toutes les cartes en même temps, tellement les effets vont vous attaquer de toutes parts. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'effets d'ombre bien vicelards qui peuvent rendre les phases de combat vraiment, vraiment très, très chaudes. Veux-tu ajouter quelque chose concernant les ennemis? Et donc, les ennemis, non, 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 pas spécialement. Non, non. Bon, on va un petit peu regarder ce qu'il y a au niveau des Non, pas, lieux. On va un petit peu regarder ce qu'il y a au niveau des lieux. Est-ce que les lieux ouais, sont pénibles? Alors, on a déjà parlé de mais la place de bah, si ce n'est Fornost. que oui, Ah oui, vas-y, pardon. hmm. Oui, désolé, c'est le retard, le lag encore de la communication. Il y a un vrai décalage. Ouais, Il y a un vrai décalage. Donc juste, non, juste pour dire que il peut aussi y avoir un petit côté aléatoire un peu dans le scénario, comme on disait. Effectivement, au début de partie, les morts maudits, ils vont ramener personne, parce que ce sera le début de partie. Mais, euh, mais si par hasard, enfin, leur effet peut être vraiment anecdotique dans le bon milieu de partie. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu dans ma dernière partie hier. Ils sont arrivés plutôt vers la fin. Et donc, du coup, bah, ça peut. Enfin, voilà, l'effet par moment peut être un petit peu anecdotique dans le scénario. Ça peut vous faciliter les choses, quoi. Par moment, si le deck rencontre est clément, eh bien, vous les aurez pas tous d'un coup très vite. Et donc, du coup, vous les aurez peut-être à un moment le scénario où ils pourront plus vous faire grand-chose parce que vous êtes en train de terminer la partie et que même s'ils arrivent à 5, bah, c'est trop tard. ouais. Euh, vous avez gagné, quoi. Moi, je pense que le seul vrai danger en début de partie, hein, c'est gérer l'ombre funeste. L'ombre funeste, elle est engagée au combat avec vous. Donc, elle peut potentiellement attaquer à 4. Elle meule le deck. C'est important de la gérer vite, parce que sinon, ça accélère la mécanique du scénario. Et ça peut taper très fort, comme ça peut taper peu fort. Donc, c'est ce côté aléatoire-là, il faut le gérer. Et donc, moi, je conseille gérer l'ombre funeste très vite. Si vous avez un niveau de menace suffisamment bas, c'est pas très compliqué. Parce que même le mort Mm. maudit, il est qu'à 27. Donc, si vous avez un niveau de menace en dessous de 27, vous savez qu'aucun ennemi ne vous engagera. Et donc là, c'est Z peinard au niveau pour gérer votre ombre funeste. Moi, je pense qu'en début de partie, le vrai danger de ce scénario, c'est lui. C'est le Seigneur mort. Parce que le Seigneur mort va ramener un ennemi Mm. détruit. Or, ton ombre funeste, je viens de vous dire, détruisez l'ombre funeste le plus rapidement possible. Mais si tu pioches un Seigneur mort en tout début, certes, il va rester dans la ZC, mais tu sais que tu vas envoyer ton ombre funeste dans la défausse. Or, tu putes ton ombre funeste, tu sais qu'elle va revenir si tu engages le Seigneur mort. Voilà. Donc, généralement, quand je pioche un Seigneur mort très tôt dans la partie, je vais essayer de me débarrasser, d'engager Seigneur mort avant de tuer mon ombre funeste. Mais c'est une double défense à Mm. faire. Donc, ça offre des choix en début de partie. Le damné de tourdir n'est pas un danger, il a 35 de menace, c'est vraiment pas un problème. Et le mort maudit en début de partie, c'est pas un problème non plus. Donc j'ai envie de dire, le pire scénario, c'est piocher un Seigneur mort trop tôt ou une autre ombre funeste qui pourrait engager assez vite avec son 30 de menace. Tout à fait. Bon, on va passer aux lieux maintenant. Les lieux, donc la place de Fornos, on en a déjà parlé. Donc attention, la place de Fornos, ça peut Mm. monter très vite. On a vu qu'il y a des effets qui font meuler des cartes, des effets d'ombre qui font meuler des cartes. À chaque fois, ça s'appliquera. Donc la place de Fornos peut monter très vite. C'est donc un lieu qu'on a quand même envie d'explorer assez vite et piocher une deuxième place de Fornos très tôt dans la partie. Ça peut vraiment conduire à un stack en ZC, en solo en particulier. On l'a vu qu'en multi, c'est beaucoup moins violent, mais en solo, ça peut vraiment être un vrai danger, cette place de Fournost. Les autres lieux ne sont pas anodins. Nous avons des remparts brisés en 3 exemplaires, donc place de Fournost, il y en a 3. Les remparts brisés en 3 exemplaires, 2 de menace, 6 de poids de quête, ça a une mécanique de temps, temps 3.
Et quand le dernier compteur de temps est retiré des remparts brisés, chaque joueur défausse ses 5 premières cartes de son deck et place un compteur de temps sur cette carte. Donc si ce lieu reste trop longtemps en ZC, il va te meuler ton deck à la vitesse VV'. Le souci, c'est que c'est 6 points de quête et que l'effet de trajet, c'est de défausser la première carte de son deck. Bon, ça va. Mais si ce point de quête, ça peut te ralentir quand même dans la progression de la quête. Et ça peut te ralentir, notamment si le tour d'après, tu pioches une place de Fornost. Voilà. Donc, c'est pas le lieu le plus méchant du scénario, soyons clairs. Mais il faut le gérer. Et ça, tu sais que tu dois le gérer. Parce que si tu laisses aller le compteur de temps, c'est pas bon. C'est ça. Alors, les tombes de Nord-Château, il y en a 2 dans le deck de rencontre. C'est 2 de menaces, 5 de points de quête. Alors, on voit que les lieux n'ont pas forcément beaucoup de menaces, mais ils sont dangereux par d'autres aspects. Pour les tombes de Nord-Château, son danger, c'est que tant que c'est le lieu actif, elle gagne réponse. Quand les tombes de Nord-Château sont explorées, donc c'est pas son danger, ça c'est son effet positif. Son effet positif, oui, c'est un lieu qui a un effet positif. Donc, quand les tombes de Nord-Château deviennent lieux actifs, une fois qu'elles sont explorées, vous pouvez remélanger les 5 premières cartes de votre défausse dans votre deck. Donc, c'est positif. Ça vous permet de ralentir la meule. Ça, c'est très bien. Mais, il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est l'effet de trajet. Renvoyer dans la zone de cheminement le premier ennemi de la pile de défausse de rencontre pour voyager vers ce lieu. Voilà. Donc, c'est un ennemi de plus. C'est logique. Ça, c'est un spam de mort-vivant. Mais pour récupérer du temps dans votre deck. Ouais. Donc là encore, il faut calculer quel ennemi ça vaut le coup de ramener. Enfin, on peut pas ramener le seigneur mort ou les morts maudits comme ça. Donc du coup, il faut vraiment bien calculer ce que. Si, un mort maudit, tu peux, hein, parce que le mort maudit, c'est un effet une fois révélé. Dieu arrivera à des moments où on ne pourra pas le jouer. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais par contre, le seigneur mort, lui, c'est à forcer. Donc, le seigneur mort, tu ne veux pas le ramener. Donc, voilà. Alors, nous avons le donjon hanté. 3 de menaces, 3 points de quête. Tant qu'il est le lieu actif, le premier ennemi mort-vivant révélé à chaque tour gagne renfort. Personnellement, je trouve que c'est le lieu le moins méchant de tout le scénario. Quand je le pioche, il reste dans la zone de cheminement toute la partie. C'est ça. Alors, cela dit, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut quand même faire gaffe. Il y a beaucoup de lieux et donc du coup, on peut se retrouver avec plein de lieux dans la zone de cheminement si on les gère pas. Je pense qu'il faut quand même essayer de voyager un maximum parce que sinon, tout de suite, on va se retrouver bloqué avec 3 à 4 lieux dans la zone de cheminement en plus des ennemis. Ça va faire tout de suite beaucoup de menaces. Enfin, voilà, c'est un scénario, encore une fois, qui met beaucoup de pression sur tous les plans, en fait. Ouais. Et que ce soit au niveau des ennemis, au niveau des lieux. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on laisse dans la zone de cheminement parce que ça peut vite nous déborder. Voilà, et donc un petit trick pour ces lieux, le donjon hanté, vous n'avez pas d'intérêt à voyager dessus. C'est les autres qu'il faut gérer, et pas le donjon hanté. Place de Fornos, tu gères parce que ça peut monter très vite. Le mur, les remparts brisés, tu dois gérer parce que sinon tu vas te meuler ton deck au bout d'un moment très vite. Et les tombes de Nord-Château, c'est pas agréable d'y voyager dessus, mais ça peut te faire gagner du temps. Donc, en fonction de votre deck, si vous avez un deck qui pioche beaucoup ou si ça meule vite, les tombes de Nord-Château sont un très bon plan pour gagner du temps. Le donjon hanté, voilà, c'est 30 menaces dans la ZC. Ok, vous gérez 30 menaces dans la ZC à chaque tour. Parce que le risque de vous choper un renfort le tour suivant, c'est vraiment très sale. Quand vous voyez tout ce qu'il y a dans le deck de rencontre, vous n'avez pas envie d'avoir renfort, surtout en solo. En multi, bien évidemment, on sait que c'est moins méchant, mais quand même, dans l'absolu, on n'a pas envie de se taper un renfort supplémentaire, on n'a pas envie de prendre ce risque-là. Donc, donjon hanté, voilà, s'il y a que ça, vers quoi voyager, vous pouvez le tenter, évidemment, mais s'il y a d'autres lieux, c'est peut-être mieux de penser à un autre lieu d'abord, envisager un autre lieu d'abord. Et puis, on a la porte des morts. Ça, c'est 4 de menaces. Ça commence à chiffrer. 4 de menaces, en solo en particulier. 4 points de quête. Et ça a un effet. Tant qu'elle est le lieu actif, elle gagne. Forcé, après qu'un joueur a déclenché un effet action ou réponse, il doit défausser la première carte de son deck. Alors, c'est très chiant,
mais c'est gérable. On peut très facilement tourner autour. Vous pouvez anticiper le moment où vous voyagez là-dessus et vous vous arrangez pour ne pas déclencher des actions ou des réponses jusqu'à ce que ce soit exploré. Ouais. Plus compliqué de lui de le laisser dans la zone de cheminement, par contre. Parce que Ouais. le cas de menace. 4 de menace, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Le cap entre 3 et 4, 3 c'est encore gérable, mais 4, en plus si tu as donjon hanté et une porte des morts qui sortent, là ça fait 7. Bon, ça commence à faire beaucoup, effectivement. Mm. Donc voilà, des lieux, voilà. On va dire, c'est pas le pire dans le scénario, mais il faut pas les négliger. Et je dis en particulier cette place de Fornost qui est vraiment traître. Elle a l'air facile à gérer comme ça, mais moi une fois je me suis retrouvé avec 2 places de Fornost de la ZC, ben, je peux vous dire que ça monte très très vite. J'imagine bien, ouais. Alors, un petit mot sur les traîtrises maintenant. Hein? Bon, traîtrise, Ouais. sorcellerie. Alors, il y a des sorcelleries. 1, 2, 3. Il y a 4 des 5 traîtrises dans le deck sont des sorcelleries. Il y en a donc en tout 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 sorcelleries dans le deck de rencontre pour un total de cartes de 44. Donc, vous avez un peu moins d'une carte sur 4 qui est une sorcellerie. C'est important de le savoir parce que Tourdir joue là-dessus, joue sur les traîtrises de sorcellerie. Et bah, peut-être que compter les sorcelleries peut être une bonne petite astuce pour optimiser le moment de passer à Tourdir, par exemple. C'est ça. Alors, j'ai une question, mais en même temps, enfin, je pense connaître la réponse, mais on est d'accord que si on annule euh, une carte traîtrise, le mot-clé a été quand même enfin, le trait sorcellerie est quand même passé, donc du coup, ça déclenche l'effet de tordir, même si on annule la carte. Absolument. Absolument. Tourdir dit, après qu'une traîtrise sorcellerie a été Oui. La révélée ouais. du deck de Mm. rencontre, si vous révélez une sorcellerie, même si vous utilisez un TSV, le TSV n'annule pas la carte, le TSV annule l'effet une fois révélé de la carte, la sorcellerie a bien été révélée, donc Tourdir va déclencher son effet. Par contre, si vous avez un effet de carte qui vous Ouais, dit annuler la carte de rencontre, dans ce cas-là, la sorcellerie n'aura pas lieu. Mais le TSV n'empêche pas l'effet de Tourdir de se déclencher. c'est pour ça que je trouve que, encore une fois, que l'annulation d'ombre dans ce scénario est plus forte que l'annulation de traite. Et bah, enfin, la capacité de tordir, et elle sera déclenchée même si on annule avec le TSV. Donc, je trouve que l'effet d'ombre ici a plus de, l'annulation d'effet d'ombre a plus de sens pour une fois que. Bah, écoute, on va d'abord voir ce que font les traîtrises, et puis on pourra juger de ça. Alors, on va commencer par la sorcellerie. Hein. Tout à Le fait. brouillé, le brouillard surnaturel, il y en a 2 dans le deck de rencontre, ça a maudit 2. Bon, voilà, ça c'est anecdotique. Une fois révélé, chaque joueur doit soit défausser une carte du sommet de son deck pour chaque personnage qu'il contrôle engagé dans une quête, soit retirer chaque personnage qu'il contrôle de la quête. Et là, les decks Sylvain sont heureux là-dedans. Ça. Oui, oui, c'est vraiment violent pour le coup. C'est vraiment violent. Je sais pas ce que je sais pas ce que je choisirais là-dedans vraiment parce que toi tu prends beaucoup de menaces parce que t'as raté ta quête parce que comme on a dit il y aura sans doute quelques lieux ou quelques ennemis dans la zone de cheminement donc tu vas prendre de la menace beaucoup et bah, la configuration t'appartient en fait. Ouais. En fait, Les deux ça dépend de deux où tu en es. effets se valent. Mais si on veut tourner autour de cette carte, le conseil c'est bah, de quêter avec peu de personnages et de progresser Mm. lentement si on veut pas se ramasser un énorme coup de meule ou un énorme coup de menace. Parce que c'est ça la contrepartie. Mm. Si tu retires tous tes personnages de la quête, eh ben, tu fais un échec de quête généralement. Donc, plus le maudit 2.
Hein, donc c'est maudit 2, c'est 2 plus le nombre de personnages engagés dans la quête. Enfin, la menace de la ZC, pardon. Ouais. D'un autre Mm. côté, donc voilà, essayez de quêter à minima avec le minimum de personnages, prendre les personnages contre la grosse volonté et les envoyer, mais ne pas commencer à envoyer des petits mobs à 1 dans la quête si on veut tourner autour de cette carte. Si on craint cette carte, eh bien voilà, il faut tourner autour ou avoir un cancel pour gérer cette carte. Et, Bon, ouais, et vas-y. sinon, il y a tout simplement ce que tu dis souvent aussi, c'est-à-dire de compter les exemplaires de la carte. Si elles sont les deux, il y a que deux exemplaires, s'ils Ouais, sont dans la défausse, bah, c'est tout bénef pour nous. Mm. c'est ça. Mais ça, c'est une carte à TSV. Très clairement, ça peut être une carte à Ouais, TSV. oui, Voilà. Très bon candidat pour TSV. oui, clairement. Alors, nous avons Terreur du Nord comme sorcellerie. Celle-là, elle est en x3 dans le deck. Une fois révélée, chaque joueur défausse les 3 premières cartes de son deck. Jusqu'à la fin du tour, ajoutez 2 au total de menaces de la zone de cheminement pour chaque type de carte défaussée par cet effet. Donc, vous avez entre plus 2 et plus 6 de menaces dans la ZC. Ça, je trouve que bon, c'est pas forcément un candidat pour annuler la carte, mais je pense que le plus violent, c'est les trois premières cartes défausser les trois premières cartes du deck. Parce que bon, que ça rajoute de la menace, ça va besoin en rajouter, ça va être un petit peu pénible. Par contre, encore une fois, tout le scénario, pour le coup. Ouais. En fait, tourner autour de cette carte, vous allez me dire, ouais, chef, c'est facile à dire. Tourner autour de cette carte est facile. Il suffit de toujours mettre plus 6 en quête par rapport à la menace de la ZC. C'est facile à dire, on n'a pas toujours plus 6 à mettre. Je suis bien d'accord. Mais si vous voulez tourner autour, vous faites ça. Comme je suis d'accord avec toi, c'est pas une carte qu'on va annuler. Quitte à se prendre un plus 2, plus 3 de menace, bon, c'est beaucoup moins violent que le brouillard surnaturel, au final. Donc voilà, et comme tu dis, mais ça meule, c'est embêtant. Mais voilà, c'est pas la pire. Franchement, moi je la tire, Terreur du Nord. Ben je suis plutôt content. Je suis plutôt content en solo. Je suis très content parce que ça va pas être un ennemi, ça va pas être un lieu. Ok, je ralentis sur la quête ou j'augmente un peu ma menace, mais c'est pas grave. Donc je suis plutôt content de piocher Terreur du Nord en fait. Alors, ça par contre, Magie Noire, 2 exemplaires dans le deck. Magie Noire, ça a maudit 2 de nouveau. C'est aussi une sorcellerie. Hein. Une fois révélé, chaque joueur défausse chaque allié qu'il contrôle qui a le même titre qu'une carte de sa pile de défausse. Ah, ah, Ah ben, j'avoue, c'est aussi un bon candidat, j'ai réagi sur l'annulation, ouais. Moi, c'est traumatisé du défausser le personnage défenseur, l'effet d'ombre me traumatise. Parce que là, tu te prends une attaque sur le héros direct. Mais c'est vrai que l'effet, une fois révélé de la sorcellerie tout court, enfin de la traîtrise, est quand même bien brutal, quoi. Voilà, tout joueur qui a été sur la chaussée des morts un peu en aveugle comme ça, en oh je vais faire un petit Euh, tour sur la chaussée des morts, je me souviens plus trop de ce qu'il y a dans le deck, et puis qu'il tombe sur ça et qui joue genre je sais pas moi, Sylvain, terre extérieure pour l'édition complète, Sylvain en édition révisée ou même Noldor, ça c'est très dur de tourner autour. En in-game, en metagame, c'est très facile de tourner autour. Mais in-game, c'est très très dur de tourner autour parce que vous contrôlez pas ce que vous meulez, ce que le scénario vous fait meuler tout le temps, en permanence. Vous le contrôlez pas, donc vous meulez un allié, c'est la merde. Vous vous retrouvez avec un allié identique dans votre main, vous savez qu'il peut se faire raser par magie noire. Donc, il faut metagame cette carte. Il faut metagame cette carte en jouant du cancel ou en construisant un deck où vous mettez pas tout en x3 au niveau des alliés, où vous allez varier vos alliés pour que cette carte soit sans effet. Alors moi, ça m'amuse beaucoup de jouer un deck Conseil des Sages sur les scénarios où Magie Noire existe, parce que dans Conseil des Sages, le contrat, pour ceux qui ont l'édition complète, c'est un exemplaire de chaque carte autorisée maximum dans le deck. Ben, c'est très très jouissif de piocher Magie Noire dans ces cas-là. Mais même chose, en early game, tour 1, tu chopes Magie Noire, c'est la fête parce que t'as pas d'allié qui va être défaussé, t'es heureux comme un prince. Mais late game, tu chopes ça, ça
peut te raser ta table. C'est très désagréable. C'est l'effet un petit peu random, désagréable de ce scénario, je trouve, c'est cette carte. Hmm. En tout cas, elle m'a traumatisé. Hein, j'ai des, voilà. Oui, Donc, oui, non, mais tout à fait. Ouais. il faut en tenir Oui, compte. donc le TSV se justifie complètement. Ouais. Soit tu as le TSV, soit tu as un deck qui va pouvoir tourner autour de cette carte, ok. Mais si tu as un deck, si tu es un adepte du deck généraliste qui passe beaucoup de choses, bah, le deck Hmm. généraliste, généralement, un deck généraliste bien optimisé va mettre les alliés clés en x3 et Magie Noire devient alors vraiment un danger pour ton deck, pour ta survie, quoi. Et puis nous avons ceci, la puissante malédiction. C'est la première fois qu'on la rencontre dans le cycle, mais elle reviendra, tout comme Magie Noire, reviendra dans des scénarios ultérieurs. La puissante malédiction, déjà, la rend fort. C'est jamais agréable. Une fois révélée, attachez cette carte à la quête en cours, compte comme un attachement condition avec le texte. Quand un joueur joue une carte, augmentez de 1 son coût s'il y a une carte qui a le même titre dans la pile de défauts de son propriétaire. Eh ben, l'air de rien, c'est très pénible. Tu m'étonnes. C'est très pénible, ça met Oui, oui. une pression sur ton économie. Euh, euh, ouais, c'est ça. Quand t'as ça sur l'étape 1, tu rushes l'étape 1, mais quand c'est sur l'étape 2, bon, Ouais, tu t'accroches, quoi, parce que c'est. ouais. Ouais. Ça, choper ça en tout début de partie, c'est très embêtant parce que tu peux pas te permettre de rusher trop l'étape 1 en début de partie, mais Oui, ça va t'enrayer ton économie tôt ou tard, ça va t'enrayer ton économie. Donc de nouveau, hein, si vous avez un deck avec très peu de cartes en doublon ou en triplon, bah, du coup, cette carte n'a pas d'effet, n'est pas méchante. Mais par contre, sur des decks qui jouent beaucoup de cartes en x2, x3, cette carte peut vraiment être une plaie. Notez que ça peut s'accumuler. Il y en a 3 dans le deck de rencontre. À un moment donné, vous pouvez en avoir 2 sur la quête active, voire 3. Et dans ce cas-là, ça devient vraiment, ça peut devenir bloquant. Donc de nouveau, c'est très circonstanciel. Parfois, ça fait rien. Parfois, c'est un peu pénible. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure au début de la vidéo. En fonction du deck, eh ben, le scénario va être parfois vraiment dur, parfois va pas paraître si dur que ça. Et certains ont peut-être passé la chaussée des morts en se disant, bon, il n'est pas aussi dur comme l'avait dit. Ben, probablement que vous aviez un deck qui s'y prêtait bien. mm, ouais. Et on a des quêtes Ouais, annexes. je crois que juste on n'a pas vu une seule traîtrise, celle qui n'était pas sorcellerie. Bon, c'est pas Ah la oui, plus ah oui, méchante. oui, c'est juste, oui, pardon, pardon. Bien vu, merci, merci à Lyon. Mal sans repos. Celle-là, elle n'est pas sorcellerie. Elle dit, une fois révélée, chaque ennemi mort-vivant gagne plus un, plus un, plus un. Donc plus un d'attaque, plus un de menace et plus un de défense jusqu'à la fin du tour. S'il n'y a aucun ennemi mort-vivant en jeu, elle la renforce. Voilà. Notez que c'est jusqu'à la fin du tour. C'est un peu chiant en termes de Ouais. praticité parce qu'il faut te souvenir du plus un, plus un, plus un jusqu'à la fin du tour. Voilà. Ouais, ce que vous pouvez faire, c'est c'est pas terrible, mais de la maintenir en jeu euh, euh, jusqu'à la fin du tour et la défausser à la fin du tour. Ouais. Bon, c'est ce que je fais aussi pour Bon, éviter d'oublier. c'est pas bon. C'est, C'est c'est, pour- c'est pas réglementaire, mais au moins on n'oublie pas. Hmm. Et alors, on a 3 quêtes annexes Euh, dans le deck de D'accord. rencontre, parce que le cycle 5 joue sur les quêtes annexes de rencontre. Donc, on a 3 quêtes annexes qui vont vous faire perdre du temps. On a le monde des ombres. Ça rend fort. Forcé à la fin de la phase de restauration, chaque joueur défausse les X premières cartes de son deck. Hmm. X étant le nombre d'ennemis morts-vivants engagés en combat avec lui. C'est franchement pas la pire. Bah, il suffit de pas avoir d'ennemis morts-vivants engagés au combat et elle n'a pas d'effet. Donc voilà. Hmm. Ouais. Bah, après, on dit ça, mais en même temps, un peu plus tôt dans la vidéo, on disait qu'il parfois maintenir les ennemis morts-vivants engagés avec nous, ça pouvait être une solution aussi, les plus faibles.
Ouais, Donc, c'est faut faire vrai. gaffe, voilà. Faut trouver un juste milieu. Il faut, voilà, si vous décidez de les garder, euh, prenez en compte que, bah, potentiellement, problème. Oui. Bah, disons que quand la quête annexe sort, ben, il est temps de nettoyer les ennemis qui sont engagés avec toi, quoi. De toute façon, c'est la fin de la phase de restauration, donc tu as quand même une phase de combat normalement C'est pour ça. gérer. Ouais. Mm. Ça, par contre, c'est beaucoup moins drôle. Sceller le tombeau. 6 points de quête, donc c'est pas facile à explorer. Ça renfort. Et surtout, ben, je trouve que le renfort, il est trop sur cette carte. Et surtout, forcer à la fin de la phase de restauration, défausser les 3 premières cartes du deck de rencontre, renvoyer dans la zone de cheminement le premier ennemi mort-vivant de la pile de défausse de rencontre. C'est une plaie. Mm. Une plaie. Imagine que tu dois renvoyer, parce que t'as pas le Ah oui. contrôle. T'as pas le contrôle de l'ennemi. Mm. Si c'est un seigneur mort qui se retrouve au-dessus, il revient et il amène un copain avec lui. Ouah, ça peut être très 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 violent, c'est le tombeau. C'est pas drôle du tout. Mm. Mm. Ah non, 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 pardon. Oui, le seigneur mort renverra un ennemi, un copain quand il engagera un combat. Mais ici, c'est renvoyé dans la zone de Mm. cheminement. Pardon, pardon. Donc, pour pas Mm. semer la confusion. Voilà, Ouais. c'est Non, des... mais dans tous les cas, c'est vilain, quoi. Ouais, 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 c'est assez vilain parce que ça va te swarmer d'ennemis. C'est raccord avec la thématique mort-vivant, on est bien d'accord. Ça swarme de l'ennemi, mais je ne l'aime pas, moi. Moi, je sors ça, je la pioche, je n'aime pas du tout et je vais essayer d'explorer le plus vite possible parce que c'est à chaque tour un ennemi supplémentaire. Ça peut vite, vite, vite être difficile. Surtout quand on sait que tu peux toujours révéler ça à un moment donné. Et donc voilà. Et puis il y en a une troisième, c'est la puissance d'Angmar. Elle a aussi renfort 8 de points de quête, encore plus dur à explorer. Les cartes de la pile de défauts de chaque joueur ne peuvent pas quitter la pile de défauts de ce joueur grâce à des effets de cartes joueurs. Donc si vous aviez pensé à Volonté de l'Ouest ou à Arc d'Argent ou Noldor, genre jouer Glorfindel, genre jouer Lumière Elfique et tout ça, ça ne marche plus. Donc pour certains decks, c'est très chiant. Pour d'autres, balèque total. Donc voilà, ça va un petit peu emmerder les Noldor surtout. Mais par contre, il y a un effet positif si vous prenez la peine d'aller explorer cette quête annexe. Quand cette étape est passée, chaque joueur mélange les 5 premières cartes de sa pile de défausse dans son deck. Donc c'est une manière de gagner du temps. Donc c'est pas mal. Moi je trouve que c'est un bon design, la puissance d'Angmar. Mm. Alors, on en a peu parlé, mais on a dans ce deck, dans cette partie, on a Yarion qui est avec nous et qui, lui, est boosté par la présence de Thor, par exemple. On pourrait maintenir la puissance d'Angmar en jeu, juste pour qu'il ait deux partout. Et il faut pas oublier que si vous l'avez envoyé en quête, Yarion, il va se redresser à l'étape de renforcement quand vous réussissez toujours à essayer de l'envoyer en quête, ce petit Yarion, parce que bah, potentiellement, il peut se redresser, donc vous pourrez le réutiliser une deuxième fois durant le tour. Ouais, Voilà, ouais, toujours. petit élément à savoir. Yarion, Sachant que, au- vas-y, vas-y. c'est- non, non, sachant que, au pro, le disait, vous allez devoir avancer assez vite parce que vous voulez pas défausser automatiquement trop de cartes de votre deck. Mais en même temps, c'est l'étape où vous allez vous mettre en place pour être prêt à affronter Tordir ensuite. Donc ça peut aussi valoir le coup, potentiellement, d'avoir une quête annexe dans votre scénario. C'est par exemple un demi-tour qui vous permettrait de descendre bas en menace, et comme ça être suffisamment éloigné des sbires morts-vivants. Voilà, au premier tour, vous avez le temps. À la première étape de quête, vous avez le temps de jouer une quête annexe, mais à l'étape suivante, vous n'aurez pas forcément le temps, il va falloir refaire Tordir et la quête principale. Donc du coup, pour booster Yarion, soit simplement pour baisser en menace, ou faire un effet qui vous permettra d'être mieux préparé quand vous serez à l'étape 2. Yes, absolument. Et c'est une bonne idée, ça, en fait, la quête annexe de joueurs pour booster Yarion. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas d'effet négatif à avoir plein de quêtes annexes en jeu.
Donc, plus il y en a, plus Yarion il devient fort. Il n'est pas limité, le gaillard. Donc, oui, vous pouvez avoir un allié très très costaud si vous cumulez les quêtes annexes dans la zone de cheminement. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Mais attention que le redressement, lui, par contre, ne concerne que les quêtes annexes révélées du deck de rencontre. Par Ouais, contre, le X, lui, est proportionnel au nombre de cartes quêtes en jeu, ouais, y compris les quêtes annexes de joueurs. ouais, ouais, c'est ça. Mm. Ouais, tout à fait. Donc oui, on peut jouer là-dessus. On peut se dire, je vais jouer avec Iarion, en faire un gros bourrin, et en mettant des quêtes annexes dans le deck de joueurs, quitte alors, en fonction des besoins, à aller explorer une quête annexe si on en a besoin. Et ça peut être un trick. Là, j'aime bien, c'est un trick du scénario, ça. Un petit trick, mais un trick quand même. C'est vrai. Euh, alors, peut-être aussi, avant de conclure, on peut peut-être juste dire un mot parce que on est aussi dans l'édition révisée, peut-être des cartes de campagne, il y en a que trois, je crois. Et il y en a une qui est, je trouve, intéressante, c'est le fait que Yarion commence avec son pendentif. Et ce Ouais. pendentif permet donc de gagner plus d'un de volonté, d'accord. Et surtout, ça permet, une fois par partie, d'annuler soit un effet révélé d'une carte qui vient d'être révélée du carte de rencontre, ou soit un effet d'ombre. Et comme on l'a dit, dans ce scénario, ça peut être intéressant d'avoir ça. Donc, si jamais vous jouez en campagne, le pendentif de Yarion, je trouve qu'il a tout son sens ici. Il faut le déclencher, hein, parce on l'a montré, il y a des effets d'ombre et des effets de traîtrise qui sont vraiment vilains. Donc, les cartes qui sont liées à Tordir sont plus anecdotiques. Enfin, je les ai pas trouvées très intéressantes, personnellement. Donc je te rejoins pour le pendentif Les cartes de d'Iarion. campagne, là. Et n'hésitez pas à Mm. l'utiliser, le pendentif d'Iarion. Et j'ai même envie de dire, n'hésitez pas à l'utiliser au premier effet chiant que vous allez rencontrer. Ça va vous faire gagner du temps. Mm. Moi, le Voilà. pendentif Mm. d'Iarion, Mm. je vais même, en fonction de mon deck évidemment, mais si mon deck peut être menacé par une puissante malédiction et que je pioche très tôt une puissante malédiction, je vais pas hésiter à l'utiliser pour ça, parce que le ralentissement de l'économie, c'est vraiment pénible. Si le ralentissement de l'économie ne vous embête pas vu votre deck, vous pouvez le garder pour un autre effet chiant, genre la brouillard Ah, surtout surnaturelle. en début de partie, ouais. Ouais. Donc c'est bien d'avoir un cancel en début de partie, ça rend le scénario moins punitif, tout à C'est fait. ça. Alors après, on a deux fardeaux de Tourdir, c'est C'est héritage de Tourdir. surtout quand en fin de partie, vous aurez... Vas-y, vas-y. Ah, pardon. Le décalage. Non, c'est surtout que, comme tu disais, en début de partie, c'est important parce que en début de partie, vous n'aurez pas forcément votre TSB en main, par exemple, mais euh, donc vous avez le pendentif, vous le déclenchez là, le pendentif et ça fera doublon et vous pourrez pas. Enfin, voilà. Je trouve que le pendentif, il a vraiment du sens en début de partie parce que et donc du coup, bah là, le pendentif aura moins de sens, quoi. Et donc, on a les trois attachements qui peuvent aller sur Tourdir. Yes. Héritage de Tourdir, donc, qui nous dit, après avoir révélé une traîtrise sorcellerie, déplacer héritage de Tourdir sur le héros ayant le plus de ressources. Un compte comme un attachement sorcellerie avec le texte, le héros attaché perd 2 de volonté, ainsi que le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ok, c'est embêtant, mais on est en late game, donc on est sur le point de rusher Tourdir, donc voilà, si ça se trouve, il y aura même pas de sorcellerie révélée, donc voilà, c'est pas sur ce scénario-là que ça va être le plus pénible, cette carte, soyons clairs. On a noblesse de Tourdir qui dit, donc c'est une des possibilités, il y en a qu'une des trois qui sera en jeu. Après avoir révélé une carte sorcellerie, déplacer noblesse de Tourdir sur le héros et le plus d'attachement non objectif compte comme un attachement sorcellerie avec le texte. Le héros attaché perd moins 2 d'attaque et ne peut pas s'engager dans une quête. Soit dit en passant, je fais un petit clin d'œil à Portinou. Portinou, tu vois l'effet là? Il est écrit le plus d'attachement. Moi, je suis curieux de savoir comment tu joues ça. S'il n'y a aucun attachement sur aucun héros. Tu ne la joues pas alors? Ah bah si, tu la joues. Et tu l'attaches quand même. C'est la même chose qu'avec les orques du chef. Bon, pour ceux qui sont sur Discord, ils comprendront pourquoi je fais Oui. cette parenthèse.
Bon, donc noblesse de tourdir, ben voilà, c'est la même chose, sauf que le héros perd -2 d'attaque et Et ne peut pas s'engager dans une quête. juste, Oui, vas-y. ouais, je, je trouve que ce Oula. scénario, enfin, c'est souvent celui qui a le plus d'attachement, le héros avec le plus d'attachement, c'est peut-être aussi le défenseur. Et le défenseur, il s'en fiche d'aller en quête ou de d'avoir de -2 d'attaque, hein, personnellement. Oui, c'est vrai. Et alors, la cruauté de tourdir, ben, c'est grosso modo la même chose, sauf que c'est -2 de défense et ne peut pas être soigné. Voilà. Pour le défenseur, ça c'est moins drôle. Ça, c'est scène que tu veux pas avoir si t'es un gros Mm. défenseur. Mais voilà, c'est pas des fardeaux extrêmement punitifs Mm. sur ce scénario, à part peut-être cruauté de tourdir si t'es un gros défenseur. C'est ça. Et alors, je trouve juste aussi que dans le design, ce qui est un tout petit peu lourd, c'est que cette carte, il faut la revérifier euh, après, à chaque fois pour dire cet effet-là. Mais il faut aussi penser, pour cette carte-là qui sera attachée à un héros, de bien la bouger, parce que peut-être que les conditions ont changé, peut-être que je vais passer en ce moment-là. Je trouve qu'en fait, ça t'incite à, enfin, ça t'oblige à revérifier plein d'effets au moment où tu vas révéler une sorcellerie. Je trouve que c'est pas forcément intuitif, c'est dommage que ça reste pas attaché toute la partie à un même personnage. Parce que là, je trouve que ça peut inciter à faire quelques petits misplays, oublier de revérifier cette carte, parce que peut-être que le héros attaché n'est plus le même. Euh... Ouais, c'est vrai. Ça s'applique tout le temps. Ça a forcé qu'il s'applique tout le temps. C'est pas seulement sur quand c'est attaché à tourdir. Ouais, ouais, j'avais pas remarqué, mais c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque à Lyon, effectivement. Ça se vérifie en permanence et donc ça peut changer si le personnage qui a le plus d'attachement change en cours de partie. Mm. Ouais, c'est un peu lourdingue. J'avoue, c'est un peu lourdingue, Mm. effectivement. Voilà. N'oublions pas quand même qu'en campagne, protéger les innocents se trouve dès le début de la partie dans la zone de cheminement. C'est une quête annexe. Donc c'est pas négligeable parce que Iarion passe à 2-2-2. Et sur ce scénario, comme les quêtes annexes sont pas punitives quand elles restent en 7C, eh ben, c'est tout bon. C'est tout bon pour Iarion. Donc en campagne, on a quand même deux atouts. C'est le fait d'avoir le pendentif et c'est le fait d'avoir une quête annexe, ce qui nous fait d'Iarion un vrai allié valuable euh, plutôt qu'en standalone où Iarion c'est un boulet. Voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà, ben je pense qu'on vous a donné un petit peu Bon bah toutes voilà, les je pense qu'on a fait clés. le... Ouais, toutes les clés pour ce scénario. Donc c'est pas un scénario facile, c'est un scénario qui peut faire mal, c'est un scénario qui peut vraiment mettre à mal pas mal de decks. Moi je l'aime bien, c'est un de mes scénarios favoris parce qu'il offre un challenge intéressant, plutôt équilibré. Bon, c'est vrai que certains decks vont pleurer sur Magie Noire, par exemple. Mais si l'on accepte ce petit truc-là, bah, je trouve que le scénario il est très bon, très sympa. La condition de défaite supplémentaire ajoute un calcul supplémentaire, le fait qu'on ne puisse pas trop turtle non plus la partie. Donc voilà, un très très bon scénario. Donc pour bien débuter en fait, les derniers conseils que je vais donner, bah, c'est des conseils de début de partie, parce que comme toujours le début de partie est compliqué au Seigneur des Anneaux et sur ce scénario-là en particulier. Donc, conseil, c'est gérer l'ombre funeste, ne pas trop tarder pour gérer l'ombre funeste parce que elle va meuler le deck et elle peut taper à 4. Pas trop tarder pour gérer la place de Fornost et tourner autour de toute une série de cartes autour desquelles il est facile, il est possible de tourner. Tourner autour du mort maudit en anticipant le nombre qu'il y en a dans la défausse. Tourner autour du seigneur mort en contrôlant quel est l'ennemi que vous allez mettre au sommet de votre deck de défausse, de rencontre. Contrôler, Mm. tourner autour des sorcelleries. Voilà. Donc il y a moyen de tourner quand même autour. Une bonne connaissance du scénario augmentera considérablement votre taux de victoire sur ce scénario. Voilà. Oui, c'est ça.
tout à fait. Et que le courage inattendu pour redresser un, par exemple un gros défenseur ou un gros attaquant, que avoir plusieurs attaques ou plusieurs défenses durant le tour. On l'a pas tellement cité, mais la volonté de l'Ouest peut être intéressant au scénario. Personnellement, c'est une carte que moi j'aime pas trop parce que je trouve qu'on devrait se débrouiller avec un seul passage de deck. Mais dans ce scénario, ça peut avoir du sens, à condition bien sûr de la piocher, parce que si elle se retrouve en défaut, s'ils sont fait défausser par les effets du scénario, ou alors faire attention parce que si vous avez un exemplaire et que chaque carte qui a un exemplaire beaucoup plus cher, plus un mais deux, et donc voilà. Mais Volonté de l'Ouest peut jouer, peut casser l'une des mécaniques du scénario. Ouais. Voilà. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à l'utiliser. Ouais, voilà, c'est le petit side. Si vous êtes frustré sur les défaites Mm. chaussées des morts, vous sidez 3 volontés de l'Ouest. C'est pas très élégant, mais c'est efficace. Donc voilà. Voilà, ben merci à Lyon pour cette review. On a quand même pris le temps, mais c'est un gros scénario C'est quand un même. plaisir. Et c'est aussi la première fois qu'on Mm. voyait toute une série de sets de rencontres que l'on retrouvera dans les futurs scénarios morts-vivants. Donc évidemment, on s'attardera moins lors de ces scénarios-là sur ces sets de rencontres-là parce que on les aura déjà vus. Mais ici, c'est la première fois qu'on rencontrait certains sets de rencontres, les sets de rencontres morts-vivants notamment. Et donc, on s'est un petit peu attardé pour bien expliquer la mécanique mort-vivant que l'on retrouvera à plusieurs reprises plus tard dans le cycle. Voilà. Mm. Désolé pour la qualité de la communication. J'espère que ça a été quand même suffisamment clair pour que vous ayez pu profiter au maximum des conseils que nous donnons dans cette vidéo. Et nous nous retrouverons prochainement, mon cher Alion, pour le 4e épisode de cette aide opportune qui sera consacré aux désolations d'Eriador. Un scénario qui m'a bien frustré aussi en son temps, celui-là. Mm. Si vous avez aimé. Ouais, il est pas simple non plus, mais il est bien aussi. Ouais, il est bien. Des petits pouces levés, la cloche et l'abonnement. Hein, l'abonnement. Pour ne rien manquer du magnifique pull rouge et du du non moins magnifique beau gosse de la SDHIC TV à Lyon. Voilà. Allez, sur ce, à très bientôt. Salut. Salut!